Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. L'important potentiel hydroélectrique du Cameroun contraste avec l'instabilité de l'énergie électrique vécue ces dernières années à travers le pays. Pourtant, le gouvernement a mis sur pied la Sonatrel et concédé à Eneo et d'autres acteurs la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Mais la récente mise en service du barrage hydroélectrique de Memvele n'augure pas un avenir énergétique radieux au Cameroun. Pourquoi ce pays riche en ressources hydroélectriques peine à répondre à la demande de sans cesse croissante des ménages et des opérateurs économiques? Que sont devenues ces études menées dans les années 80 pour l'aménagement du potentiel hydroélectrique du Cameroun? Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau un ingénieur électromécanicien de la 3e promotion de l'école polytechnique de Yaoundé en 1976, Jean-Marie Toigny. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à vos charmants téléspectateurs et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je précise que vous êtes ingénieur électromécanicien de la 3e promotion de l'école polytechnique de Yaoundé en 1976. Vous avez fait toute votre carrière dans les services de production électrique à la Sonel et vous avez pris votre retraite en tant que directeur de la centrale de Sonloulou. Vous avez suivi cet optimisme du gouvernement camerounais. 7 ans après la pose de la première pierre, le gouvernement procède à la mise en service du barrage hydroélectrique de Memvele et fait savoir qu'il va assurer l'approvisionnement électrique en remplacement de Sonloulou jugé plus ou moins vieux et avec une puissance de mégawatts. Officiellement, il s'agissait de 216 mégawatts, mais on parle de 80 mégawatts qui pourront être distribués. Comment appréciez-vous la mise en service du barrage hydroélectrique de Memvele? Tout d'abord, il faut relever qu'il faut être optimiste dans la vie pour pouvoir avancer. D'autre part, on ne peut pas construire un barrage pour remplacer un autre. On construit un barrage pour compléter notre répertoire ou notre référentiel de production. Donc, Memvele ne saurait remplacer Sonloulou. Sonloulou a atteint un certain âge de réhabilitation. Quand on réhabilite un ouvrage de ce type, il retrouve son état de production d'origine. Alors, sur le barrage hydroélectrique de Memvele, qui suscite des réactions mitigées auprès des populations dans la région du Sud et de la capacité de production d'énergie électrique de ce barrage, au regard des spécificités, des caractéristiques de ce barrage, comment vous analysez cette situation? Tout d'abord, j'aimerais dire que la centrale de Memvele est une très belle centrale côté génie civil et même côté électromécanique. Mais lorsqu'on construit un aménagement hydroélectrique, ça ne suffit pas. Il faut une ligne de transport pour pouvoir transiter toute son énergie vers les centres de consommation. C'est à ce niveau que se trouve un peu le retard que nous avons pris en tant que Camerounais dans la gestion de ce projet. Alors comment va-t-elle fonctionner? Quelle sera sa capacité à pouvoir fournir l'énergie électrique dans les ménages? Pour le moment, on va utiliser en attendant que la ligne 225 000 soit complètement finie, on va utiliser une ligne 90 000 qui va permettre d'envoyer vers les ménages à peu près 80 MW de puissance que les ménages peuvent avoir. Mais dès que la ligne 225 000 sera finie, on pourra utiliser tout le potentiel de Memvele qui est de 212 MW. Vous le vivez vous aussi, Jean-Marie Toigny, ces coupures intempestives d'électricité depuis de nombreuses semaines, chaque année, au premier trimestre et même le deuxième trimestre de l'année en cours, il y a toujours ces problèmes liés au déficit énergétique, ces coupures intempestives d'électricité depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Ce n'est pas parce que j'ai travaillé à la Sonel que je ne suis pas objet des coupures. Quand la coupure vient, elle ne dispense pas les agents qui travaillent à Eneo de ne pas être coupés. Tout le monde est coupé, mais si nous sommes coupés, si on a le délestage, c'est parce que, si je reviens à mettre en place la loi de l'offre et de la demande, c'est parce que l'offre actuellement est légèrement inférieure à la demande.
justement une offre légèrement inférieure à la demande. Pourtant, le gouvernement, dans son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, a décidé de porter la capacité de production du Cameroun à 3000 MW. C'est du moins ce qui était prévu en 2009, avec une série de projets à court terme et à moyen terme, parmi lesquels le barrage de Lompangar, la centrale thermique de Yassa, la centrale à gaz de Kribi, les barrages de Memvele, les centrales de Nachigal, Sombengue, pour ne citer que ces différents barrages. Et le coût global du projet est évalué à près de 5 900 milliards de francs CFA. Ça, c'est l'annonce faite par le gouvernement en 2009. Aujourd'hui, quelle est la capacité de production du Cameroun en énergie électrique? Tous ces projets dont vous venez de parler, à ma connaissance, sont en cours d'exécution. Donc, il serait judicieux d'attendre la fin de l'ensemble de ces projets pour porter un jugement. Alors, justement, au-delà de ces projets qui sont en cours, aujourd'hui, le Cameroun, quelle est sa capacité de production d'énergie électrique? Bien, quand vous me parlez de capacité, j'aimerais revenir d'abord sur le potentiel. Le Cameroun est le deuxième meilleur potentiel hydraulique africain, le 18e meilleur potentiel hydraulique mondial. Et d'après des études qui ont été faites entre 1974 et 1982, on avait pensé et on avait trouvé que le potentiel hydroélectrique du Cameroun était de 25 000 mégawatts de puissance installée. Or, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas très bien avancés dans cela. Il va falloir qu'on mette des bouchées doubles pour rattraper le retard que nous avons eu. Vous évoquez l'histoire du potentiel hydraulique du Cameroun, qui a été publié dans l'Atlas de l'hydraulique du Cameroun au début des années 80. Il est révélé, par exemple, que la Sanaga maritime et ses affluents, comme vous le dites, qui peuvent dissiper jusqu'à 160 milliards de kilowatts, dont 35 à 40% seraient techniquement récupérables. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, j'aime pas beaucoup discuter des chiffres parce que manœuvrer des chiffres peut être dangereux. Alors, si vous me permettez, je voudrais faire un bref rappel historique de l'hydroélectricité au Cameroun. Je vous en prie, allez-y. Ok. L'hydroélectricité au Cameroun a commencé en 1948 parce que pour ceux qui ont connu la ville de Douala avant cette période, on travaillait pratiquement avec des groupes diesel et cette centrale diesel se trouvait là où se trouve la direction informatique de la SONEL à Koumassi. Et le bâtiment qu'on appelle le bâtiment A était un peu comme la direction générale de EDC, entendu Électricité du Cameroun, pas Electricity Development Corporation, c'est pas ça. Bien, en 1949, on a commencé la construction de la centrale EDA 1. On a installé 3 groupes. Les travaux sont achevés en 1953 et on a commencé à envoyer de l'énergie hydroélectrique à Douala à travers une ligne 63 000 volts. De 1955 à 1958, avec l'avènement de Péchiné Eugene Kuhlmann, on a fait EDA 2, dont 6 groupes qui étaient destinés à alimenter uniquement l'usine Alucam ou l'usine Péchiné. De 1967 à 1970, il fallait alimenter la capitale Yaoundé en énergie électrique. On a commencé la construction d'EDA 3 en mettant en place les 2 premiers groupes et cela s'est achevé dans les années 75 par la saturation de l'énergie à EDA avec la mise en place de 14 groupes au total. Bien. En 1974, on a créé la Société d'électricité du Cameroun, SONEL, Société nationale d'électricité du Cameroun, avec qui regroupait les 3 entreprises qui existaient avant, c'est-à-dire EDC, Électricité du Cameroun à Douala, Enelcam, Énergie électrique du Cameroun à EDA, et Powercam dans le sud-ouest. Et lorsqu'on a créé cette société, le directeur général qui avait été nommé M. Niat a fait appel à DAFECO, EDF, la direction des affaires extérieures et de la coopération, qui a envoyé au Cameroun un expert. Avec cet expert, on a parcouru tous les cours d'eau du Cameroun
Et qu'est-ce qui ressort de cette étude que vous avez menée à la SONEL à la fin des années 70 et début des années 80 concernant le potentiel hydroélectrique du Cameroun? Bon, les études que vous avez menées, ce n'est pas moi intuitif personnel. Il y a toute une équipe qui a travaillé sur ce potentiel. J'ai donné ma petite part, mais je ne faisais pas partie intégrante. Mais si vous me permettez, je peux ici rendre hommage à un membre de cette équipe qui nous a quittés en juin de l'année dernière. Il s'agit de M. Albert Chinda. Donc, ces études, on a répertorié, après avoir parcouru l'ensemble des cours d'eau du Cameroun, on a répertorié 112 sites exploitables et équipables sur l'ensemble du territoire national pour un potentiel de 25 000 MW. Alors, pour faire ces travaux, chaque fois qu'on arrivait sur un site, il y a 3 types d'études. La première étude, c'est ce qu'on appelle une esquisse, c'est une étude sommaire. La deuxième étude, c'est ce qu'on appelle un APS, un avant-projet simplifié. Et la dernière, c'est un APD, un avant-projet détaillé, lorsqu'on est prêt à pouvoir faire des appels d'offres pour la réalisation. Après avoir mené ces études et identifié ces 112 sites où le Cameroun pouvait aménager des barrages hydroélectriques, quels sont ceux qui ont été prioritaires retenus dans le plan d'investissement de la SONEL à l'époque? Bon, à l'époque, ce qui a été retenu rapidement, puisque EDEA venait d'être fini, on a commencé son lolo et on a fini avec Mbakaou, qui est un barrage de retenue, Mapé et Bamenjin, pardon, et on a aménagé la construction de Mapé, qui est le troisième barrage de retenue, et Lompanga devrait être le quatrième. Alors Lompanga devait être le quatrième. On en parle d'un projet qui date des années 80, début des années 90. Pourquoi subitement ces plans d'investissement se sont arrêtés au sein de l'ancienne SONEL? Bon, pour les réalisations de ce type, ça demandait beaucoup d'argent. Ça demandait beaucoup d'argent et beaucoup d'emprunts. Et tous ces investissements-là ont été faits à l'époque, mais tout cela était lié à ce qu'on appelle la croissance en besoin d'énergie électrique. Est-ce que vous pouvez être plus clair sur cette croissance, sur ces calculs qu'il fallait effectuer dans les prévisions d'investissement à mener au sein de cette entreprise? La croissance en besoin d'énergie électrique, à un moment dans les années 80, était de l'ordre de 4%. On a pu juguler l'ensemble de ça en faisant les extensions de la centrale d'EDEA, en construisant son lot en 2 temps, son lot 1 de 1976 à 1980 et son lot 2 de 1985 à 1988 pour juguler ce manque d'énergie. Mais cette énergie était toujours croissante. Ce besoin était toujours croissant parce que chaque ménage avait besoin d'avoir soit une lampe pour s'éclairer, soit un ventilateur, soit un fer à repasser, soit un congélateur ou un réfrigérateur pour pouvoir conserver ses vivres. Alors le gouvernement qui décide de mettre sur pied une stratégie pour améliorer la production d'énergie électrique en 2009 et espère d'ici 2020 avoir 3000 MW de puissance en termes de production d'énergie électrique. Au regard de ces projets qui sont en cours depuis les années 2009-2012 et qui étaient censés être livrés depuis 2016, comment appréciez-vous la stratégie mise en place pour améliorer l'énergie électrique au Cameroun? La stratégie, à mon avis, n'est pas mauvaise. Je peux appeler ça la stratégie des petits pas. Il y a un proverbe chinois qui dit « Un voyage de 1000 km commence par un pas ». Quand vous avez déjà fait un pas, vous n'avez plus 1000 km à faire. Cependant, il y a quand même des zones d'ombre qui persistent autour de ces projets et barrages hydroélectriques. Au regard des plans que vous aviez effectués dans les années 80 et les projets actuellement en cours, quels étaient ceux qui devaient être les priorités dans les années 80 si vous aviez eu les moyens financiers nécessaires pour les mener à terme? Bon, quand on dit prioritaire,
c'est un mot qui ne semble pas juste dans la discussion que vous et moi nous sommes en train d'avoir. Si on parle de priorité, on a fait son lolo. Si on construisait par exemple la centrale de Sombengue, qui a une capacité de 900 MW, cela pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Mais ça demande aussi un investissement assez élevé. Parce qu'à l'heure actuelle, si on se base sur les informations de la Banque mondiale, 1 MW installé coûte à peu près $1 million. $1 million avec la parité actuelle, ça va varier entre 560 et 600 francs CFA. Donc ça va varier entre 560 et 600 millions pour 1 MW installé. Si nous arrondissons ça à 1 milliard de francs, on peut dire qu'on peut toujours construire des aménagements à ce prix-là. Mais tel que je vous dis, ça se fait en fonction des besoins. Parce que l'énergie électrique a une particularité. On ne la produit pas et on la met dans un magasin pour attendre. L'énergie électrique fonctionne parce qu'il y a de la consommation. Donc c'est la charge qui pousse à ce que l'énergie soit produite. Donc on ne peut pas construire une centrale hydroélectrique rien que pour attendre. Mais on peut faire des prévisions. Ça veut dire que si je sais que dans 10 ans, je vais avoir tel besoin et que je sais que pour construire un aménagement, ça me prend 7 ans, je dois me prendre un peu plus tôt pour commencer les constructions. Dans l'atlas du potentiel hydroélectrique du Cameroun, qui a été rendu public dans les années 80 et conçu par la SONEL et EDF Électricité de France, il y a une identification qui est faite dans la préface, celle du potentiel de la Sanaga maritime et d'un projet, le Nunvuri. De quoi il s'agissait à ce moment précis-là? Ok. Lorsqu'on a parcouru l'ensemble des cours d'eau du Cameroun, on a constaté une chose. Nous avons un fleuve qui s'appelle la Sanaga, qui pour moi est un fleuve béni. Parce que sur la Sanaga, c'est une succession de chutes et de rapides. Et la moitié du potentiel hydroélectrique du Cameroun, ou même un peu plus, est localisé sur ce fleuve. Et ce fleuve a ce qu'on appelle un module hydraulique qui est meilleur que le Rhin en France. En clair, comment peut-on exploiter ce potentiel hydroélectrique de la Sanaga? Il faut construire les aménagements là où cela permet d'être construit. Mais il y a d'autres fleuves au Cameroun qui présentent aussi des avantages intéressants comme l'Untem. Sur l'Untem, on peut faire 5 barrages et on a déjà commencé par un qui est même veleux. Alors vous parlez de la cherté de la construction de ces barrages hydroélectriques. Est-ce que cela justifie justement la difficulté que rencontre le Cameroun à procéder à une stratégie globale, efficiente, qui permet de résorber le déficit d'énergie électrique vécu ces dernières années au Cameroun? Bon, compte tenu de ce que l'hydroélectricité est, il y a ce qu'on appelle, il faut faire une sorte d'adéquation. Qu'est-ce que j'entends par adéquation? Pour construire un barrage hydroélectrique, ça prend du temps. Et ça prend des fois beaucoup de temps. Si je prends le barrage de la Renaissance en Éthiopie, il n'est pas encore fini jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsqu'il sera encore complètement fini et mis en exploitation, on pourra avoir là-bas 6000 MW pour 16 groupes installés. Mais pour les 3000 MW que le gouvernement projette d'ici 2020, avec les différents barrages hydroélectriques en cours d'aménagement, est-ce que lorsqu'ils seront achevés, ils permettront de résorber la demande ou celle-ci sera multipliée par 3 ou par 4 dans les 5 prochaines années au Cameroun? Tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut viser, c'est de tout faire pour que l'offre soit supérieure à la demande. Le jour où l'offre sera supérieure à la demande, on n'aura plus de délestage, on n'aura plus ses besoins. Pensez-vous que dans les 5 prochaines années, le Cameroun puisse être capable d'avoir une offre en énergie électrique supérieure à la demande des ménages et des opérateurs économiques? Je peux répondre oui, même de manière péremptoire. Et comment y parvenir? Y parvenir, il faut
faire ce qu'on appelle l'adéquation de nos moyens et l'adéquation de nos études. Je vais prendre des calculs. Quand je produis l'énergie électrique par une centrale thermique avec du gazoil, le coût du kilowattheure est supérieur à 125 francs. Donc, vous ne pouvez pas produire à 125 francs et vendre au client à 50 francs, par exemple. Le coût du fouet lourd varie entre 40 et 50 francs. À la limite, c'est tolérable. Le coût de centrale à gaz est inférieur à 35 francs. Mais le coût de l'hydraulique et du nucléaire est, quel que soit le cas, inférieur à 20 francs. Donc, c'est vers l'hydraulique que nous devons nous tourner ou en nous suppléant avec du gaz. Alors, c'est une sorte d'adéquation que nous devons mettre en place pour pouvoir juguler cela. Et tous les projets qui sont en cours tendent à pouvoir inverser ces rôles dès que l'ensemble de ces projets seront mis en exploitation. Mais les bailleurs de fonds se plaignent de la lenteur observée dans les travaux de construction de ces barrages hydroélectriques au Cameroun. Certains ont démarré depuis 2012-2013 et devaient en moyenne être construits sur les 5 ans. Et aujourd'hui, il a fallu attendre 7 ans pour la mise en service du barrage de Memvele et également d'autres barrages qui restent attendus. Alors, quand il y a ces retards dans la livraison de ces barrages hydroélectriques, quel est l'impact sur la capacité de production et de réponse à la demande en énergie électrique? Bon, lorsqu'on parle de durée, il y a ce qu'on appelle la durée prévisionnelle ou la durée visée. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a dépassé de 1 an ou de 2 ans que le projet est foireux. Non. Il y a des difficultés que l'on rencontre au cours de la construction et il faut trouver des solutions pour pallier à ces difficultés. Alors, quelles solutions vous proposez, par exemple, pour qu'il y ait une construction de ces barrages hydroélectriques dans les délais impartis et qu'ils puissent être exploités de façon optimale? Je vais vous prendre un exemple. Il y a le barrage sur la Menchum, dans le nord-ouest, à côté de Woum, je pense. Les travaux devaient commencer en décembre 2017. Ils n'ont pas commencé jusqu'à aujourd'hui pour les événements que vous connaissez. Dans le nord-ouest, ces travaux n'ont pas commencé. Alors, si ces travaux n'ont pas commencé, c'est la faute à qui? On ne peut pas imputer la faute à quelqu'un. Le jour où la paix, la sérénité va revenir, on va commencer cette construction et quand on va la finir, on va dire que ces travaux devaient commencer depuis 2017. Ils ont duré 10 ans et que ce n'est pas normal. Non, c'est trop facile de juger comme ça. Jean-Marie Toigny, j'aimerais vous inviter à analyser maintenant le réseau interconnecté Nord. Vous savez, dans la région du Septentrion, il y a une grave instabilité d'énergie électrique avec le barrage de Lac d'Eau qui lui aussi ne date pas d'aujourd'hui, qui fait face à un vieillissement et des travaux de réhabilitation qui n'arrivent pas toujours à répondre à la demande qui elle aussi est croissante. De nombreux projets ont été annoncés dans cette partie du Cameroun. Comment appréciez-vous la stratégie qui est menée pour permettre à ces populations de l'Adamawa, du nord et l'extrême nord d'avoir de l'électricité en permanence? Bien. Ce que je dis et que je relève, c'est que c'est prévu dans les annales techniques que lorsqu'on fait un aménagement et que après un certain temps, on peut faire ce qu'on appelle une réhabilitation ou une rénovation pour revenir à la situation originelle. Donc ça se fait et c'est connu. Mais au niveau de la partie de la partie du septentrional du Cameroun, il est prévu très bientôt la mise en place de 2 centrales solaires de 25 MW de puissance. Un autre problème qui est observé dans le système électrique du Cameroun, c'est dans le transport de l'énergie électrique. Selon les données officielles, l'on perd environ 30% de la capacité de production à cause des lignes de transport, à cause des difficultés liées au transport. Aujourd'hui, une entreprise a été créée, une entité publique,
pour résoudre ces problèmes liés au transport de l'énergie électrique? Est-ce que la démarche est bonne, celle qui a été initiée par le gouvernement? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ces pertes d'énergie électrique dans le système de transport d'électricité? Bien. En matière d'énergie électrique, il y a deux types de pertes. Il y a les pertes techniques, il y a les pertes non techniques. Et quand vous construisez une ligne électrique, quel que soit le niveau de tension, entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a une chute de tension pour une raison simple. Laquelle? La raison qui est simple, c'est que la ligne perd de l'énergie ou produit de l'énergie par effet Joule. Le câble que vous mettez sur la ligne a une résistance. L'intensité qui traverse cette résistance ou ce câble produit un échauffement dans le temps. C'est ce qu'on appelle la perte par énergie Joule, dont la formule c'est R I carré T. Aujourd'hui, le gouvernement a multiplié les acteurs dans le domaine de l'électricité. Il y a Eneo, il y a EDC, Electricity Development Corporation, la Sonatrel qui fait son entrée depuis près de 2 ans et d'autres acteurs. Mais le problème de l'accès à l'énergie électrique se pose toujours avec acuité. Comment résoudre de façon globale ce problème lié au déficit d'énergie électrique? Quelles solutions à long terme et à moyen terme afin de réduire de façon circonstancielle ces coupures d'énergie électrique au Cameroun? Je vais vous répondre à votre question par une boutade. Quand vous entrez dans un terrain de football, vous voyez bien qu'il y a 11 joueurs. Et il y a des remplaçants. Je n'ai pas encore vu une équipe de football où on a un joueur qui joue contre 11 de l'autre côté. Donc, plus les gens sont nombreux, tant qu'ils n'interfèrent pas l'un dans le champ de l'autre, ça ne peut que faire avancer le système, à mon avis. Et le rythme d'avancement du système est satisfaisant, selon vous? Bon, le rythme, à mon avis, peut être satisfaisant. Il suffit que chacun joue le rôle qu'il doit jouer et qu'il le joue pleinement. Merci Jean-Marie Toigny. Je précise que vous êtes ingénieur électromécanicien de la 3e promotion de l'école polytechnique de Yaoundé en 1976. Vous avez fait toute votre carrière à la Sonel et vous avez pris votre retraite en tant que directeur de la centrale de Songloulou. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.